L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entreprise BFM, bien sûr toujours en compagnie de mon compère Arnaud Legal. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Avec un sujet qui est dans l'air du temps, la Silver Economy aujourd'hui. Oh, combien, oui. Et on va voir effectivement qu'elle a aussi ses entrepreneurs, cette Silver Economy, puisque vous nous présenterez dans un instant notre invité cette semaine, Jean-Paul Siret, le fondateur du Noble Âge, avec lequel bien sûr nous passerons la première partie de cette émission. Nous découvrirons ensuite la niaque de la semaine, incarnée aujourd'hui par deux entrepreneurs. Ils sont les cofondateurs de Springwave, la nouvelle boisson qui, je pense, peut-être va cartonner, on verra d'ailleurs, Gaëtan Gohin et Mathieu Goncalves. On retrouvera ensuite Evelyne Platnik-Cohen, président de Booster Academy, et ses bons conseils pour mieux vendre en cette rentrée où l'économie est quand même un petit peu compliquée. Et puis en fin d'émission, alors en voilà un qui cartonne, Geoffroy de Bec de Lièvre, le fondateur de Marco et Vasco, qui nous racontera que lui, la croissance, c'est son truc. Et je le disais Arnaud, on accueille l'un des acteurs en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui la Silver Economy, avec Jean-Paul Siret, le fondateur du Noble Âge. Effectivement, l'un des acteurs, l'un des poids lourds, son groupe affiche un chiffre d'affaires à faire pâlir d'envie, j'imagine, un certain nombre de ses confrères et néanmoins concurrents de cette Silver Economy. À ceci près que Jean-Paul Siret n'a pas attendu que le concept soit à la mode pour se lancer dans cette aventure, puisque ça fait près de 25 ans en fin de compte qu'il travaille, qu'il concentre son énergie, une énergie entrepreneuriale dont vous allez pouvoir voir qu'elle est assez remarquable aussi. Pour l'instant, il est calme. Pour l'instant, il est calme, mais je pense qu'il aura des choses à nous raconter. Qu'il concentre son énergie, disais-je, sur justement, notamment sur l'hébergement des solutions immobilières pour les personnes âgées et notamment les personnes âgées dépendantes. Au commencement, il y a un professionnel de l'immobilier. Il a été négociateur immobilier, directeur commercial chez un promoteur ou un constructeur de pavillons, je crois, et ceci pendant de longues années à partir des années 70. Il a créé également une première société de conception, promotion et construction qui portait les initiales JPS. Demandez-vous pourquoi. Et puis la date clé, c'est bien évidemment le début des années 90. Les dates clés, elles arrivent au début des années 90, avec en 1990 la création de son premier établissement pour personnes âgées dépendantes, la création de la société du Noble Âge, donc en 1992, et à partir de là, ça a été une démarche de création et de valeur et de croissance dont on pourra voir tout à l'heure qu'elle a été menée avec beaucoup de détermination. Parmi les principales étapes, en 2003, un changement de taille conséquent avec un développement hors des frontières françaises, c'était en Belgique. Quelques années plus tard, une introduction en bourse. Entre 2008 et 2009, une diversification vers de nouveaux secteurs, l'associatif, le secteur public. En 2010, un premier hôpital à domicile, ça ce sont des nouvelles solutions dont l'avenir est sans doute l'un des plus porteurs dans ce secteur très spécialisé. Et puis à partir de 2011, une volonté affirmée de changement de taille avec au passage une levée obligataire pour se donner les moyens de la croissance. Croissance qui a déjà permis à notre invité de bâtir un groupe qui pèse en 2013 quelques 235 millions d'euros, mais il a bien évidemment l'intention de ne surtout pas s'arrêter là. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour Jean-Paul Siret. Bonjour. On dit Siret ou Siret ? Ah, alors là, à Nantes, côté sud, c'est Sirette, côté nord, c'est Siret. Il y a deux gares à Nantes, effectivement. C'est ça. Ça dépend. Non, rien. Côté où vous sortez. Allez, alors Jean-Paul. Merci. On démarre au tout début, là, la carrière de négociateur. C'est ça le fondement de votre savoir-faire? Parce que finalement, est-ce qu'on est plutôt dans l'immobilier, dans votre métier aujourd'hui, ou est-ce qu'on est plutôt dans le soin, la dépendance et le fait de s'occuper des personnes âgées? Ah, on est que dans le soin. Mon métier immobilier, effectivement, m'a bien aidé. À pouvoir, je dirais, réfléchir assez posément et professionnellement sur quels étaient les besoins des gens âgés dépendants, quels étaient les besoins des professionnels et quel outil de travail il fallait leur offrir. Oui, mais comment s'est fait le lien entre vos débuts dans l'immobilier et l'intérêt que vous avez porté ensuite aux personnes âgées au marché des seniors? Alors, tout simplement, comme vous l'avez rappelé, 10 ans chez un promoteur en tant que salarié. Au bout de 9 ans, déjà, je voulais racheter son entreprise. On s'est pas mis d'accord. 9 ans. Je vous avais dit que je l'allais se lâcher assez vite. Il est long comme garçon, il n'avait que 9 ans. Donc, on ne s'est pas mis d'accord, donc j'ai créé la mienne. Et puis, assez rapidement, effectivement, dans cette partie conception, construction et promotion, la partie promotion ressemblait, tout au moins dans ma tête, à une espèce de jeu que je ne maîtrisais pas, parce qu'il n'y a pas de récurrence dans la promotion
promotion, vous êtes souvent... C'est des one-shot chaque fois. Oui. Voilà, c'est one-shot et vous revoyez assez rarement vos clients, comme je dis toujours pour les fuites, mais sinon, vous les revoyez rarement. Et moi, j'avais besoin effectivement d'un métier où on puisse non pas revoir, mais voir ses clients et les suivre. C'est drôle, ça, c'était un besoin que vous ressentiez. Oui. De garder le lien avec les clients. C'était un besoin, d'avoir un lien, exprimé, un lien avec le client, et pas un lien one-shot comme ça pendant 1 an, 2 ans, mais un lien beaucoup plus long. Et ça a été tout simplement le vouloir se lancer à l'époque dans la résidence-service. C'est devenu très à la mode aujourd'hui, mais déjà à l'époque, on parle de résidence-service. Parce qu'Arnaud nous a donné quelques dates, mais on est en gros On est en 88 à peu près. D'accord. C'est-à-dire il y a 5 ans, j'ai créé ma propre entreprise de conception, construction et promotion. Et là, ce besoin est de plus en plus fort. Et comme je ne subis plus comme en tant que salarié, effectivement, les choix qui étaient faits par mon employeur à l'époque. Subir les choix de son employeur. Ça, c'est un truc d'entrepreneur, quand même. En fait. C'était de dire quel métier qui pourrait être complémentaire. Et je partais vers la résidence-service parce que c'était, tout au moins dans ma tête, un métier où on pouvait concevoir, construire, commercialiser, vendre à des clients, mais avoir ses propres clients ensuite dans l'établissement, tout au moins pour du service à la personne, si on peut dire, aujourd'hui ça porte ce nom-là, pour l'hôtellerie, la restauration, le soin non, parce qu'il était organisé par la médecine de ville, c'était pas le cas. Et rencontre par les métiers du bâtiment avec un médecin qui m'explique que mon idée c'est certainement intéressante, mais que c'était le Club Med 3e âge, je reprends texto les mots qu'il avait à l'époque, et que c'était pas ça le besoin dans les années à venir. Le besoin c'était, vu l'allongement de la durée de la vie, c'était la dépendance, et que les établissements qui s'appellent aujourd'hui EHPAD, qui s'appellent maison de retraite, qu'importe, sous contrôle effectivement des pouvoirs publics, ne répondaient pas du tout aux besoins, puisque c'était souvent une partie de l'hôpital qui était destinée à ça. Et à partir de là, ça a été de dire comment peut-on concevoir quelque chose. Donc il me fait comprendre que c'est la médicalisation. Il faut médicaliser, il faut certes faire de l'hôtellerie de haut niveau, ce qui n'existe pas, mais il faut médicaliser. Et là, effectivement, le premier établissement a été conçu comme cela. Il était assez visionnaire quand même, votre interlocuteur, parce que je rappelle, on est au tout début des années 90, à ce moment-là, la dépendance, on n'en parlait même pas dans les discours politiques. Oui, on est d'accord, effectivement. Je l'ai pas cru lors du premier rendez-vous. Je me suis beaucoup renseigné près d'amis médecins, qui m'en avaient jamais parlé d'ailleurs, et qui ont pu me dire que toutes les courbes qui pouvaient me montrer sur l'allongement de la durée de la vie et la dépendance qui allait arriver ils avaient ça, eux, en tant que médecins, n'en parlaient pas pour autant, ne voyaient pas là où ça pouvait conduire, et effectivement, il m'a donné une excellente vision. Et l'entrepreneur que vous êtes, il a vu à ce moment-là la possibilité là d'avoir un vrai facteur de différenciation, enfin un domaine sur lequel on pouvait envisager une croissance rapide, ce qui est... Oui, je vais vous donner un exemple. Le premier établissement, créé en plein centre de Nantes, c'était un vrai pari, une vraie rupture, un établissement mutualiste en face de là où on a pu créer cet établissement-là, était à 170 francs à l'époque, par jour, et on a créé notre établissement, nous, à 500 francs par jour. La différence était quand même. C'était 3 fois. Il fallait oser aller, y compris convaincre mes associés qu'il fallait me faire confiance, venir, y mettre de l'argent. Qu'est-ce que vous proposiez en plus qui n'existait pas à l'époque, mais qui sont devenus peut-être des services standards aujourd'hui, mais qui étaient à l'époque des vraies offres de rupture? Eh bien, on avait fait la réforme de la médicalisation qui a eu lieu depuis 15 ans à cette époque-là, puisque ce premier établissement, il a toujours d'ailleurs infirmière de jour, infirmière de nuit, aide-soignante. Il avait toute la panoplie des soignants qui n'étaient pas à l'époque payés par l'assurance maladie comme aujourd'hui. Donc le résident payait non seulement son hébergement, mais tous ses soins qu'il ne pouvait pas se faire rembourser parce que c'était fourni par l'établissement. Mais il y avait déjà à l'époque une population suffisamment importante pour justifier un pari pareil. Oui, puisque là aussi, je l'ai abordé au préalable en disant j'ai voulu convaincre pas mal d'associés pour partir avec fonds propres. C'était ça ma devise, et ne pas être dépendant effectivement d'emprunts qui auraient pu contraindre. Eh bien, on avait prévu plus de 2 ans pour avoir un bon taux d'occupation. Moins de 18 mois plus tard, on affichait complet, et depuis 25 ans, l'établissement affiche complet. Ça veut dire quoi, en fait, Jean-Paul Siré? C'est-à-dire que ce concept s'adresse à des gens, puisque je faisais mon calcul en retransmettant des euros en francs et des francs en euros, etc. C'est-à-dire que ça s'adresse à une certaine clientèle, mais forcément pas à tous les Français. C'est-à-dire que vous êtes sur des résidences médicalisées coûteuses, que tout le monde ne peut pas se faire, j'imagine. Parce que c'est un des reproches qu'on adresse aujourd'hui. Pas un reproche, mais une des difficultés d'accès d'un certain nombre de Français à ce type de maison, c'est le coût, je crois.
Oui, mais il y a eu d'autres innovations dont vous avez parlé, mais la autre innovation qu'on vient de mettre en place, c'était effectivement après un certain développement dans ce type d'établissement. Je répète que 25 ans plus tard, l'établissement est à 85 € pour 75 € équivalent euro. Aujourd'hui, donc. Aujourd'hui, d'accord. Et des établissements, aujourd'hui, vous en d'écart. avez 54, je crois. Voilà. Oui, c'est à peu près, le prix n'a pas augmenté en ce 25 ans. Voilà, finalement. en gros, n'a pas augmenté d'accord, puisqu'il y a eu le financement par l'assurance maladie, effectivement, qui est D'accord, arrivé. d'accord. Mais là aussi, on s'est rendu compte de cela. Il y a quelques années, la fameuse courbe en U, 20% de Français assumeront leur dépendance à domicile ou en retraite parce qu'ils ont les moyens financiers. 20 autres % l'assumeront parce que, entre guillemets, ils sont dépendants de nos impôts, de nos cotisations, puisqu'ils ont eu un parcours de vie effectivement très compliqué et ils sont solvabilisés par le Conseil général, l'assurance maladie et autres. Mais vous avez les 60 % qui, eux, n'ont pas les moyens d'un établissement à 3 ou 4 000 € et ne veulent pas pour aller autant dans un établissement à 1 000 et quelques euros parce que ça ne leur va pas. Et après 4 ans de recherche, 15 métiers mobilisés en interne, 4 ans de recherche. On a 2 établissements qui viennent d'ouvrir, 2 autres d'ici la fin de l'année, un autre l'an prochain, 600 lits avec des établissements grande taille, 125 lits, 65 €, c'est-à-dire au même prix que le secteur associatif et public, qui lui, par établissement, consomme 5 millions d'euros de subventions, et nous, pas 1 euro. Jean-Paul Siré, comme je vois que vous êtes un homme de chiffres et qu'il nous reste 31 secondes, moi aussi j'en suis un. Simplement, c'est quoi aujourd'hui le réseau? C'est combien, et on marque juste une pause après, on reprend notre conversation. Combien aujourd'hui d'établissements et combien de personnes vivent finalement dans ces établissements aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 65 établissements, c'est 5500 patients et résidents, parce que, je ne l'ai pas dit, mais on a 2 métiers. On a le métier des cliniques de soins de suite et le métier de la retraite. Et donc voilà, c'est plus de 60 établissements et plus de 5500 patients et résidents. Allez, on marque une pause avec vous, Jean-Paul Siré. On se retrouve juste après. Je rappelle que vous êtes le fondateur visionnaire, l'un des acteurs de la Silver Economy, puisque vous avez créé le Noble Âge. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. On poursuit la découverte du parcours d'entrepreneur de notre invité de la semaine, Jean-Paul Siré, le fondateur du Noble Âge. Jean-Paul, je disais hors antenne, on est passé très vite là du premier établissement à finalement le marché aujourd'hui et le nombre d'établissements et l'évolution. On va revenir bien sûr sur vos nouvelles offres. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier établissement, qui donc s'est rempli plus vite que vos meilleures prévisions, et comment on passe ensuite à 65, les grandes étapes finalement? Car Arnaud a finalement rappelé décrit rapidement dans votre parcours, mais quels ont été les grands moments charnières de l'aventure Noble Âge? Les grandes étapes, elles ont commencé au 2e établissement. C'est 8 jours en Suède avec effectivement le médecin en question pour comprendre comment on pouvait, je dirais, mieux soigner les résidents atteints de troubles qui ne s'appelaient pas Alzheimer à l'époque. Effectivement, les Suédois vieillissaient bien avant nous. Ah bon? Et donc, eux avaient trouvé... Ils s'en occupaient peut-être mieux avant nous. avaient trouvé la solution. Je me souviens de ces 8 jours avec un professeur du ministère qui nous avait exposé que la taille d'un établissement avait peu d'importance. Ce qui était important, c'était combien on faisait vivre ensemble de résidents. Oui. Et là, c'est là où on a créé un 2e établissement à Nantes, à 100% réservé à cette maladie qui s'est appelée ensuite Alzheimer, avec des unités de 20 lits. Et tout a décliné à partir de cela. C'est-à-dire qu'on a considéré, vous allez voir pour le 65 € ensuite, que la taille de l'établissement n'avait pas beaucoup d'importance, puisqu'on dit il faut qu'il fasse 80 lits pour être convivial. Non. C'est-à-dire, c'est de dire, fait-on 4 établissements de 20 lits regroupés autour de services administratifs, hôteliers, médicaux et ainsi de suite, 5 établissements de 20 lits, 6 établissements de 20 lits, et tout le process du Noble Âge, y compris dans le domaine, lorsqu'on est arrivé en 2000, dans le domaine du sanitaire, c'est-à-dire des cliniques de soins de suite et de réadaptation, c'est-à-dire faisons des unités de soins de 30 lits. Ça aussi, ça a été pensé, réfléchi, y compris que certaines personnes des pouvoirs publics qui disaient, mais de grands, de petits établissements, les soignants sont trop loin des malades. Et là aussi, c'était de dire, concevant, et mon métier de l'immobilier m'a énormément servi depuis 25 ans parce que c'était de comprendre le besoin des soignants, comprendre le besoin des malades, comprendre le besoin des personnes âgées et de me dire avec les équipes immobilières, financières, les équipes projets, c'est-à-dire on travaille en équipe projet avec les personnes des établissements, c'est de se dire comment peut-on concevoir des locaux qui répondent à tous ces besoins, que ce soit du personnel pour bien prendre en charge, que ce soit du côté sanitaire ou côté médico-social, et de l'autre côté patient, et résident, comment je peux être le mieux servi, avoir les meilleurs services. Alors votre réponse est celle qui vous rend unique. Alors aujourd'hui, avec le recul, quelle est-elle? Puisque là, il y avait une vraie rupture qui a fait le succès de l'entreprise Le Noble Âge dans la foulée de cette visite en Suède. Donc encore aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques du produit Le Noble Âge? L'innovation. On vous l'a dit, 4 ans de recherche pour en arriver à ce 65 €, c'est moins 25% sur les prix de journée. C'est gigantesque. Et qu'est-ce que vous réussissez à garder en service là, pour 65 €? Parce que c'est ça qui peut intéresser.
ça nous a contraint à différencier totalement les deux gammes. On a aujourd'hui deux gammes, effectivement à monter avec de meilleurs services encore la gamme, je dirais historique un petit peu, pour se dire sur le soin, il n'y a pas de problème financier. Le soin, on est soigné de la même manière, quel que soit l'établissement, qu'on soit dans l'établissement, je dirais, confort, qu'on appelle confort ou élégance. Élégance étant... Chez vous, il y a deux types de confort. L'élégance, on va dire, c'est le 4 étoiles, le confort, c'est le 3 étoiles. Si on veut schématiser, même si en interne, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux niveaux de prestation. Oui. De gamme. Puisque là aussi, c'est après une étude avec des gens de l'hôtellerie. Parce que pour innover, il faut aller chercher les compétences, y compris externes de l'entreprise. Vous faites aussi de l'hôtellerie d'une certaine façon. Bah oui, bien sûr. Ne l'oublions pas, on héberge. On héberge. Et vous nourrissez. Et donc, oui, et on soigne, effectivement. Donc le soin, aucune différence entre vos deux gammes. Non, aucune différence. Le même ratio de soignants, les mêmes compétences professionnelles. Ensuite, côté, effectivement, hôtellerie, restauration. Là, c'était de dire... il faut, par exemple, l'emplacement. Sur un emplacement, là où vous pouvez avoir un terrain qui peut nous coûter au préalable 3-4 millions d'euros, là, on a un critère, c'est à plus d'1 million d'euros, on ne peut pas y aller. Donc, par moment, c'est y compris les pouvoirs publics qui se disent, écoutez, on peut vous trouver un terrain correctement placé, et là, on veut ce type d'établissement, donc on peut vous fournir ce terrain-là, ou vous faire avoir ce terrain-là. Ensuite, c'était le concept de construction, c'était de dire, par exemple, des établissements... Ce qui ouvre aujourd'hui, c'est plutôt du R+1, c'est-à-dire pas trop de complexité de construction. Et puis ensuite, c'était de se dire en hôtellerie... C'est des structures à un étage. Un étage, il peut y avoir deux étages, mais pas trop de complexité. Si, par exemple, le terrain d'1 million d'euros nous amène à faire des fondations spécifiques d'1 million d'euros, on ne le prend pas. Parce que là aussi, tous les critères coûts en investissement sont calculés. Et ensuite, le volume. On a fait ce schéma X reprises devant plusieurs ARS, mais y compris la RS Île-de-France surtout, c'est de dire, mais essayons à 115, essayons à 120. Donc, ça fonctionne à 125. On raisonne le nombre de chambres, oui. 125 lits, 125 chambres. Ça ne fonctionne parce qu'on joue l'effet volume. C'est-à-dire à 125 lits, 125 chambres, on a toujours un directeur. On a toujours ce qu'on appelle une IDEC, c'est-à-dire une infirmière coordinatrice. On a toujours un médecin coordonnateur. On a toujours un chef cuisinier. C'est-à-dire que ça a été de jouer sur l'effet volume. Et entre ces critères d'investissement et l'effet volume sur le plan nombre de résidents, eh bien, on a réussi le 65 €, qui était une donnée de départ. Parce que le 65 €, dans la fameuse courbe en U des 65%, une grande majorité des gens eux pourront se l'offrir, alors qu'à 90 €, ils ne peuvent pas. Jean-Paul Siré, vous avez beaucoup évoqué Nantes. Vous êtes uniquement présent dans cette région aujourd'hui, vous êtes national, et si oui, où n'êtes-vous pas, ou bien où êtes-vous à l'inverse? Oh, où sommes-nous? Eh bien, on a commencé le Grand Ouest, mais nous, Nantes, le Grand Ouest, ça va de Deauville à Bordeaux. Grand Ouest. Mais non. Allez, de Deauville à La Rochelle, on va dire. Et puis ensuite, la deuxième région, c'est la région PACA, où on est présent, très présent. La région Île-de-France, on est très présent. On a une quinzaine d'établissements en région Île-de-France. Il y a une logique démographique, ce sont, voilà. Voilà. Ensuite, une région Nord et Belgique, puisque on a un peu annexé. On a évoqué la Belgique, vous y êtes installé, ça fonctionne, c'est toujours, on est installé depuis 2003. Dur, la Belgique, paraît-il. Oui, c'était pas facile. C'est compliqué. Tous les entrepreneurs qui vont en Belgique disent qu'est-ce que c'était dur. C'est complexe. On se dit, c'est la même langue, une culture qui est très proche, mais non, c'est complexe. On sait que c'est aussi cher en France. Des règles qui ne sont pas les mêmes, un rapport à la fiscalité qui n'est pas les mêmes. Des règles totalement différentes. Pour l'instant, c'est votre seule implantation hors de France. Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est que la taille. Aujourd'hui, on a considéré que notre implantation en Belgique, elle se passe, mais tranquillement, puisqu'on a que 5 établissements. Là aussi, on arrive à 150 lits. Pour pouvoir répondre aux besoins belges et au prix auxquels les Belges sont habitués, eh bien, il a fallu aller jusqu'à 150 lits, ce qu'on refuse pour la France. Parce que ça crée quand même quelques complications. Il n'y a pas la même culture, en matière d'hébergement des personnes âgées. La culture est bien différente, effectivement, en Belgique. Et ça a été de se dire, non, on n'a pas la taille dans un pays. Lorsque vous arrivez, personne ne vous attend. Pas d'illusion, quantité d'amis entrepreneurs qui sont installés parfois dans 15, 18, 20 pays. Donc aujourd'hui, pas la taille. Ce qui ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 6 ans, on ne sera pas le cas. Mais aujourd'hui, on a un plan 2014-2017 et un plan stratégique et on respecte point par point au noblage. On est très modélisateur. Si on a un plan, on respecte le plan. Oui, j'ai l'impression que ça déconne pas là-dessus. Une question. Aujourd'hui, votre concurrence, quelle est-elle? Il y a des grands groupes. C'est un métier extrêmement capitalistique. Oui. On l'a évoqué d'ailleurs. Vous avez levé de l'argent en plusieurs étapes. C'était un peu votre obsession de sécuriser vos fonds propres. Vous êtes pour autant coté aujourd'hui. Vous vous battez contre qui aujourd'hui? Et quel est finalement, dans ce contexte concurrentiel et capitalistique, quel est l'avenir du noblage?
Ceux qui font le même métier que nous sont concurrents. Mais il y a des gros sur ce marché. Alors, vous êtes numéro quoi, si tant est que ça existe ce genre de classement? Allez, on est numéro 4, si on regarde les chiffres d'affaires, c'est même clair, pas de problème au numéro 4. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a 3 autres groupes qui, eux, sont plutôt avec 400-500 établissements. Donc les 60, c'est peu à côté. Mais ensuite, quantité de groupes ont plutôt 5, 10, 15 établissements ou 20 établissements. Vous restez un poids lourd. Donc sont plus petits. Donc nous, on est une PME. On est une PME, on va dire, qui est implantée nationalement, mais par grandes régions, pas dans tout, et un petit peu en Belgique. Mais on a surtout, dans la recherche des 65 €, considéré une chose, c'est qu'effectivement, tout le monde connaît l'état de notre économie, l'état des finances de nos pouvoirs publics, et comment pouvait-on arriver à offrir un prix sans subvention. Eh bien, effectivement, il fallait travailler. Il y a que vous qui le faites, ça? Oui, aujourd'hui on est les parmi les ceux seuls. qu'on évoque là, les gros du marché. On est les seuls. Oui, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Aucun plus gros ou plus petit ne le fait pour l'instant. Et donc nos concurrents, c'est aussi bien le secteur public, le secteur associatif que le secteur privé commercial. Je comprends. Arnaud? Alors on voit que vous êtes une PME et même un peu plus, on est carrément dans la belle ETI du secteur, mais avec une stratégie singulière. C'est pareil pour la gouvernance. On évoquait tout à l'heure. Vous avez levé des fonds, vous êtes introduit en bourse, mais vous gardez quand même une dimension familiale. L'un de vos 2 directeurs généraux délégués s'appelle Willy Siret, donc j'imagine que ça n'est pas un hasard par rapport à tout ça. L'une de vos innovations ces dernières années, ça a été d'associer des managers au capital à travers une structure qui s'appelle Nobilis. En fin de compte, vous voulez quoi? Essayer de gagner sur tous les tableaux? Non, lorsque j'ai commencé, comme je l'ai expliqué, je suis allé chercher des amis parce que j'ai considéré tout de suite, et au contact des banquiers aussi, qu'on était un métier très capitalistique. Donc dans un métier très capitalistique, soit je dirais on a un problème bancaire assez vite puisqu'on a une dette qui est trop importante. Il faut donc capitaux propres. Et lorsque j'ai 2 associés qui en 92 sont arrivés avec moi et qui m'ont beaucoup aidé à développer. Ils m'avaient dit on est là pour 10 ans. En fait, ils sont restés 20 ans, donc la preuve que tout se passait. Non, ils ont donc voulu sortir en 2011. En 2011, j'ai donc dit à mon fils qui travaille avec moi depuis 15 ans, qui est le directeur général, effectivement tout l'opérationnel, c'était de dire je suis allé chercher à 25 ans des amis. Tu as une solution, que ce sont des amis ou pas des amis, mais tu as des cadres aujourd'hui que je ne pouvais pas aller chercher à l'époque. Et c'est de dire proposons-le. Ils diront oui, ils diront non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement 48 cadres qui sont rentrés avec l'appui de fonds régionaux et qui détiennent aujourd'hui 18% du capital. Donc pour nous, ça c'est important. C'est-à-dire, c'est fidéliser les talents aussi au passage? Oui. Oui. On a un métier capitalistique, effectivement, de par les investissements immobiliers très lourds et aussi les rachats de lits, appelons-le, et un métier de ressources humaines où il faut avoir les meilleurs. Si vous n'avez pas les meilleurs, la pérennité sera jamais assurée. Alors il nous reste 1 minute à peine. Je reviens sur ma question. Où va le noblage maintenant que la dynastie est assurée, familiale ou assurée, je sais pas, rien n'est jamais assuré. Mais finalement votre rêve des années à venir, quel est-il pour le noblage, Jean-Paul Siret? Bien que on a inauguré notre siège il y a quelques jours, ça a été de dire à Nantes, j'imagine. À Nantes. Où on a passé quelques années avec des bureaux beaucoup trop petits, pas mal de bungalows, c'était un peu compliqué en ressources humaines, là aussi en RH. Ouais, mais il y a des fabricants d'habitat modulaire en Vendée, donc là on a un bel outil de travail pour, on va dire, les 25 ans à venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a fait les 25 premières années. Je dirais que c'est le message que j'ai lancé aussi bien à Willy Siret qu'à Damien Billard qu'à tous les autres cadres qui étaient ici. C'est de dire, voilà, on a bâti quelque chose de solide depuis 25 ans, voilà les 25 ans à venir, à vous de continuer. Et puis déjà en 2017, on se dit, c'est plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 8500 lits. Donc tout ça est déjà programmé. Merci infiniment Jean-Paul Siret et bravo pour cette belle aventure du noblage. On marque une pause, on écoute des infos juste après la pause. Gaëtan Goin, Mathieu Goncalves de Springwave et Evelyne Platnik-Cohen de Booster Academy. Restez avec nous tout de suite sur BFM Business. BFM Weekend. L'entreprise BFM avec les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre.